Le silence n'était pas simplement l'absence de bruit. C'était une présence hostile. Il était lourd, visqueux, pesant des tonnes, écrasant la poitrine d'Aïtika comme une dalle de béton invisible coulée pendant son sommeil. Pendant des semaines, son esprit avait été une ruche, vibrant de la présence électrique et rassurante de Niakal. Sa voix, tantôt sarcastique, tantôt impérieuse, avait rempli chaque fissure de sa solitude. Il avait été son mentor, son stratège, le seul être capable de donner des couleurs aux murs gris de l'hôpital Saint-Jude. Il lui avait appris à survivre, à mentir au docteur McGray, à se tenir droite face à l'adversité. Et puis, plus rien. Du jour au lendemain, la fréquence s'était coupée, comme une radio dont on arrache la prise. « Niakal » appela-t-elle mentalement, recroquevillée sous sa couverture rêche, les genoux ramenés contre le menton. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Reviens, s'il te plaît. » Pas de réponse. Pas même une vibration, un frisson, une ombre au coin de l'œil. Son esprit était devenu une maison abandonnée dont les portes claquaient au vent. Avait-il fui parce qu'elle avait commencé à douter ? Ou pire, était-il une hallucination qui s'était dissipée sous l'effet des neuroleptiques, prouvant ainsi qu'elle était vraiment folle ? La serrure de la chambre 304 cliqueta. Suzanne entra, un plateau repas à la main. L'odeur de la purée de carottes tièdes et du poisson bouilli souleva le cœur d'Aïtika. L'infirmière posa le plateau sur la table de chevet métallique avec un clang qui résonna trop fort dans le silence de mort. « Tu n'as pas touché à ton déjeuner, ni à ton petit déjeuner, » dit l'infirmière d'une voix douce, trop douce. Elle s'assit au bord du lit, envahissant l'espace vital d'Aïtika. Le matelas s'affaissa sous son poids, forçant l'adolescente à se tourner légèrement vers elle. « Aïtika, regarde-moi, tu as perdu du poids. Si tu te laisses mourir de faim, McGray va te remettre sous perfusion. Tu te souviens de la sonde? C'était douloureux. Tu ne veux pas ça, hein? » Aïtika tourna la tête vers le mur, fixant une écaille de peinture qui ressemblait à une carte géographique d'un pays qui n'existait pas. Ses yeux étaient cernés de noir, sa peau pâle comme de la cire. « Je ne suis pas malade, Suzanne, » murmura-t-elle d'une voix éraillée par le manque d'usage. « Je suis juste seule. Il n'y a plus personne. » Suzanne la regarda avec une tristesse infinie. Ses lèvres restèrent closes, immobiles. Pourtant, une voix résonna soudain dans la tête d'Aïtika, une voix claire, distincte, mais qui n'avait pas le timbre profond de Niakal. C'était la voix de Suzanne, mais sans le son. « Mon Dieu, elle a le même regard que Sarah juste avant la fin. Je ne devrais pas m'attacher à une autre perdue, ça va encore me briser le cœur. Si McGray voit qu'elle ne mange pas, il va doubler les doses ce soir. » Aïtika sursauta violemment, se redressant sur ses coudes. Elle fixa l'infirmière avec des yeux écarquillés. Ce n'était pas une impression ni une émotion diffuse comme elle en avait l'habitude. C'étaient des mots, des phrases. Elle entendait la pensée brute. « Qui est Sarah ?» lâcha Aïtika avant de pouvoir se retenir. L'infirmière se figea. Une expression de choc pur traversa son visage. Elle recula légèrement, comme si elle avait été brûlée. « Pardon? Comment connais-tu ce prénom? Je n'ai jamais parlé de ma fille ici. » Le cœur d'Aïtika s'arrêta une seconde. Elle venait de commettre l'erreur fatale, l'interdit absolu. « Ne révèle jamais ce que tu sais. » lui avait répété Niakal 100 fois. « Si tu entends, tais-toi. Sinon, tu deviendras un rat de laboratoire. » La confusion dans les yeux de Suzanne commençait à virer à la suspicion. Aïtika devait corriger le tir. Vite. Elle devait redevenir la patiente confuse, l'adolescente délirante. Elle avala sa salive, cherchant une échappatoire. « Sarah » bafouilla Aïtika, feignant l'égarement, en passant une main tremblante sur son front. « C'est le nom de la poupée dans mon rêve. Elle était cassée, comme moi. »
Elle laissa son regard flotter dans le vide, adoptant l'air absent qui rassurait tant les psychiatres. Suzanne expira longuement, la main posée sur sa poitrine. La tension retomba, remplacée par la pitié habituelle. Elle se convainquit rapidement que ce n'était qu'une coïncidence morbide, un hasard du délire. « Oh, je vois. » Souffla l'infirmière, visiblement secouée mais soulagée. Ce n'était qu'un rêve alors. Suzanne soupira, impuissante, repoussant ses propres fantômes. « Je suis là, moi. Mange un peu, s'il te plaît. » Elle se leva et sortit. Le bruit de la clé tournant 2 fois dans la serrure résonna comme un coup de feu définitif. Haïtika se laissa retomber sur l'oreiller, le souffle court. Elle ne mangerait pas. Elle avait faim d'autre chose. Elle tremblait de tout son corps. Niyakal était parti, mais il avait laissé la porte ouverte. Elle n'était plus seulement empathique, elle était télépathe. Et dans cet enfer de béton, c'était un pouvoir aussi dangereux qu'une arme chargée. Si Niyakal ne voulait plus la guider, alors elle devait fuir avant que ce vacarme dans sa tête ne la rende réellement folle. Elle ne voulait plus voir ce monde, ni entendre ses secrets. Haïtika était résolue à éteindre cette souffrance. Elle avait caché quelques flacons de médicaments durant la matinée, pendant que Gary draguait la nouvelle intérim. Elle s'adossa au mur, le cœur battant à tout rompre contre ses côtes. Elle ferma les yeux, retenant sa respiration jusqu'à la brûlure. C'était déjà le soir et les patients dormaient. De l'autre côté de la porte métallique, les pas de Gary se rapprochaient. Flap, flap, flap. Le bruit de ses semelles en caoutchouc sur le linoléum résonnait comme un métronome de l'angoisse. Il s'arrêta juste devant la chambre, 304. Haïtika se figea. Avait-elle fait du bruit? Avait-il vu une ombre? Puis, soudain, ce ne fut plus le son qu'elle entendit, mais la pensée. Comme une radio mal réglée qui capte soudainement une fréquence claire, la voix mentale de l'infirmier envahit son crâne, distincte, vulgaire et fatiguée. Putain de chaudière, fait encore un froid de canard ici. Si McGray croit que je vais faire sa ronde toutes les heures pour ce salaire de misère, il rêve. Allez, encore 2 heures et je me casse. Haïtika porta ses mains à ses oreilles par réflexe, comme pour bloquer un bruit extérieur, mais la voix était dedans. Elle entendit le tintement des clés à sa ceinture, puis le bruit des pas qui s'éloignaient vers le poste de garde. Le silence revint, lourd et poisseux. Elle glissa le long de la porte jusqu'au sol, les jambes en coton. Ce n'était pas une hallucination, c'était réel. Depuis le départ de Niyakal, les digues avaient sauté. Elle n'était plus protégée. Les pensées des autres s'infiltraient en elle comme de l'eau sale. Elle plongea la main dans sa poche. Le plastique froid des flacons volés lui procura un soulagement immédiat. Zopiclone, diazépam, lorazépam. Ce n'étaient pas seulement des médicaments. C'étaient des boucliers. Des interrupteurs pour éteindre le vacarme du monde et, peut-être, pour retrouver le silence ou une autre voix, celle qui lui manquait tant. Elle rampa jusqu'à son lit, se déplaçant comme un animal blessé. La chambre 304, baignée par la lueur orange des lampadaires du parking extérieur filtrant à travers les stores, ressemblait à une cellule de prison futuriste. Elle s'assit en tailleur, alignant son butin sur la couverture grise. « Tu vois, Niyakal ?» s'écria-t-elle à l'adresse du vide. « Je suis une bonne élève. J'ai repéré la faille et j'ai frappé. » Elle attendit une réponse, un sarcasme, une félicitation. Rien. Juste l'écho de sa propre solitude et, au loin, la pensée diffuse d'un patient qui rêvait de feu et de cendres 2 chambres plus loin. Une larme, une seule, roula sur sa joue. Elle l'essuya avec rage. Elle prit le premier flacon. Ses doigts tremblaient tellement qu'elle faillit le laisser tomber. C'était un geste définitif, un saut dans l'inconnu. « Niyakal, c'est ta dernière chance. Si tu es là, arrête-moi. Fais tomber ce flacon, brûle ma main, dis-moi que je suis une idiote, dis quelque chose. » Elle tendit l'oreille, espérant ce bourdonnement familier, cette chaleur à la base du crâne qui signalait sa présence.
Le silence resta impérial, absolu, indifférent. Niakal l'avait abandonné. Elle fit sauter le bouchon de sécurité du premier flacon. Crac. Elle versa une poignée de comprimés blancs, allongés, dans sa paume moite. Elle les regarda un instant. Ce n'était pas la mort physique qu'elle cherchait, c'était l'extinction du bruit de sa propre tristesse. Elle les porta à sa bouche et les avala à sec, un par un, grimaçant au goût de craie amère qui tapissait sa langue et sa gorge. Puis une autre poignée du deuxième flacon. Les bleus, elle reposa les flacons vides au sol, s'allongea sur le dos, arrangea méticuleusement sa couverture jusqu'au menton et croisa les mains sur sa poitrine comme un gisant de marbre sur un tombeau. Elle attendit. D'abord ce fut le froid, une onde glacée qui partit de son estomac et irradia vers ses orteils. Puis, une chaleur lourde, poisseuse, remonta le long de sa colonne vertébrale. Son cœur ralentit. Les murs de la chambre 304 commencèrent à respirer. Ils ondulaient comme des voiles sous l'eau. Le plafond s'éloigna, montant de plus en plus haut, jusqu'à devenir un gouffre noir sans fond. Les sons de l'hôpital s'étirèrent, devinrent graves et lents, déformés. Haïtika ferma les yeux. La sensation de chute était terrifiante. Elle ne tombait pas dans le sommeil. Elle tombait à travers le matelas, à travers le béton des fondations, traversant les couches du temps comme on traverse des nuages. Tu demandes qui est là, tu scrutes l'horizon. Tu te noies dans le doute, tu cherches un nom. Tu crois que le silence a gagné la partie, que ton écho s'est tu, que tu es sans abri. Mais je suis le souffle, juste derrière ton cou, l'ombre bienveillante qui reste debout. Quand l'orage gronde et que le ciel se tord, je suis là, Haïtika, je suis ton renfort. Tu dis que tu es seul, perdu dans le noir, mais regarde tes mains, elles sont faites d'espoir. Pourquoi trembler enfant devant le tonnerre, quand tu portes en toi la foudre et la terre? Haïtika, entends-moi, ne baisse pas les bras. Je suis ton gardien, je marche dans tes pas. Mais le feu qui te sauve ne vient pas de moi. Il dort dans ton ventre, il n'attend que toi. Tu es l'univers, tu es l'infini. Chaque étoile qui brille est un morceau de ta vie. Ton pouvoir s'éveille à l'instant où tu crois. Retrouve ta foi et tu seras loi. Tu as tout pour toi, l'océan et le vent. Cesse d'attendre un autre, cesse d'attendre avant. Tu cherches un sauveur pour tenir là-bas, mais le capitaine se cache dans ton regard. Je peux t'ouvrir la route, écarter les dangers, mais je ne peux pas pour toi vouloir échanger. La magie est en toi, c'est une loi ancienne. Elle s'éteint si tu doutes, elle brille si tu l'aimes. Je réparerai tes ailes si elles sont brisées. Je serai le sol si tu viens à tomber. Mais pour t'envoler, tu dois le vouloir. C'est ta propre lumière qui percera le soir.
Je t'entends, mais le vide est immense. Je me sens si petite face à tant de silence. Comment être l'univers quand on a mal au cœur? Je ne suis qu'une humaine faite de chair et de peur. J'ai oublié